Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV. Les titres de ce journal. Collision mortelle sur la route du Magal de Porokhane. 9 personnes y ont perdu la vie. On dénombre de nombreux blessés. Ces derniers sont actuellement à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse où ils sont pris en charge. Vous entendrez le directeur de la structure sanitaire. L'intergrand cadre des syndicats d'enseignants boycotte les salles de classe pour 2 jours à compter de ce mercredi. Ses membres exigent le respect des accords de 2014. Au lycée Blaise Diagne, l'absence des professeurs inquiète les élèves. Révision exceptionnelle des listes électorales à partir du 1er mars prochain. Bassirou Diomaye Faye de PASTEF invite l'État à veiller à la bonne marche de la procédure. Le républicain Seydou Nourou Kane parle de responsabilité personnelle. Préparatif mondial Russie 2018 de l'équipe nationale du Sénégal. El Hadj Diouf tacle la Fédération sénégalaise de football. L'international martèle que les Lions devaient avoir de grandes équipes en matchs amicaux pour bien entamer cette compétition. « 9 morts et 31 blessés, c'est le bilan de l'accident mortel survenu mardi soir dans le département de Nioro du Rip aux environs de 23h à l'entrée de la cité religieuse de Porokhane. Un car Ndiagandiaye qui convoyait des pèlerins et un bus sont entrés en collision. Les victimes ont été acheminées à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse. Les éclairages du directeur de l'établissement hospitalier, Saliou Tall au micro de Pape Malik Fall. 30 blessés hier et il y a un de chauffeur du Ndiagandiaye qui est venu se joindre, en tout cas s'ajouter ce matin. Malheureusement, il y a aussi 9 corps sans vie qui nous ont été acheminés ici au niveau de l'hôpital. Je pense qu'il reste quelques petits blessés au niveau de Nioro, hein, mais le gros lot est ici et ils sont actuellement pris en charge. Les autres sont au niveau de la chirurgie et en attente d'être opérés au niveau du bloc opératoire. Nous, en tant que spécialistes de la santé, ce que nous lançons, c'est vraiment la prudence sur les routes à l'occasion de ces événements religieux-là, mais aussi que les dispositions soient renforcées sur le plan de la sécurité routière, pour au moins aussi que les gens puissent faire le transport correctement dans de bonnes conditions, surtout la nuit, qu'on roule aussi avec l'éclairage qu'il faut, mais aussi en respectant les vitesses autorisées. Parlons de la couverture maladie universelle. Le gouvernement du Sénégal doit environ 9 milliards de francs CFA aux hôpitaux. Déclaration de Mballo Diatiam. Le secrétaire général du SUTSAS demande au gouvernement de payer cette dette pour permettre aux hôpitaux de bien prendre en charge leurs travailleurs. Ces agents disent être démotivés et dénoncent une assistance sanitaire insuffisante. Mohamedou Diallo nous en dit plus. Opération Andigesem à l'hôpital principal de Dakar. Occasion pour les travailleurs de mettre à nu le problème. La prise en charge médicale correcte des patients et du personnel, notre motivation interne qui est autour de 7%, alors qu'il y a une circulaire du ministre des Finances qui le fixe à 25%, on n'est même pas à 10%. L'autre, c'est par rapport à nos cotisations à l'EPRES. On a une dette énorme à l'EPRES. À cela s'ajoute une autre dette due à l'hôpital principal. Elle a trait à la couverture maladie universelle. Parce que la dette aussi due à principal est une dette faramineuse. Je pense qu'elle tournerait même autour de 8 milliards, sinon plus. 8 à 9 milliards. Le général vient de nous confirmer. Parce que si on paye seulement à principal sa dette, la dette que la CMU, le principal pourrait même se passer de subventions pendant plusieurs années. C'est-à-dire que la dette est faramineuse. Par ailleurs, les élections de représentativité demeurent une préoccupation majeure pour le syndicat des travailleurs de la santé. Qu'on en organise au niveau du ministère de la Santé. Mais parce que certaines organisations ne veulent pas l'organisation de ces élections, que le gouvernement se met tout le temps à différer l'activité. Ces travailleurs se veulent clairs. Si le gouvernement ne réagit pas, jusqu'au 28 février, ils vont peaufiner un plan d'action
pour se faire entendre. Parlons santé toujours. Le centre des opérations d'urgence sanitaire fonctionnel. Le président de la République précise que la création de ce centre témoigne l'ambition du pays d'instaurer durablement la culture d'anticipation pour détecter et gérer les urgences de santé publique avec efficacité et méthode. Le chef de l'État a inauguré le COUS au centre hospitalier national universitaire de Fann. Financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA par les États-Unis, ce centre est la première structure sanitaire du genre en Afrique. Voyons cela avec Ndeye Fatimlo. Tout a commencé en 2014 avec le seul et unique cas d'Ebola détecté au Sénégal. Il était alors nécessaire pour notre pays de mettre en place une structure sanitaire pour gérer ces cas d'urgence. Après plus d'1 an de travaux, le centre des opérations d'urgence sanitaire est fin prêt. Le Sénégal dispose désormais d'une meilleure capacité dans la gestion des risques et des crises sanitaires. La réalisation de ce centre, nous le savons, répond à l'impératif de renforcer nos capacités pour faire face aux épidémies et aux maladies infectieuses émergentes, mais aussi pour faire face à toutes sortes de menaces, qu'elles soient d'origine biologique ou chimique. La création de ce centre témoigne aussi de notre ambition d'instaurer durablement une culture d'anticipation. Avec la multiplication des voyages et l'intensification de la mondialisation, une faille dans la sûreté biologique d'un pays peut se transformer en menace pour d'autres pays. Il faut alors renforcer la sécurité mondiale. C'est un des objectifs du COUS. Depuis la phase de préparation, la phase de prévention, au moment de la crise et après la crise pour des retours d'expérience. Donc c'est un centre qui est doté de moyens technologiques qui lui permet en fait de pouvoir prévenir, détecter et suivre, et également pouvoir gérer toute la phase de réponse avec un centre de commandement qui est équipé, qui permettra de pouvoir de manière très efficace pour notre pays gérer toutes les situations de crise sanitaire. Le centre des opérations d'urgence sanitaire illustre la coopération fructueuse entre le Sénégal et les États-Unis. Il a été financé par l'Agence de la Défense pour la réduction des menaces. Je suis fier que le peuple américain est investi près de 2 milliards de vos francs CFA, soit à peu près 3,6 millions de dollars américains, pour créer cette installation moderne qui permettra au centre des opérations d'urgence sanitaire de communiquer et de coordonner les activités en cas de flambées épidémiques dangereuses. Le COUS est un bâtiment ultra moderne. Il est un des premiers en son genre sur le continent africain. Un bijou qui compte définir les mesures d'urgence à mettre en œuvre selon les situations d'urgence sanitaire. Déterminé depuis ce matin. Nous changeons de registre. L'intergrand cadre des syndicats d'enseignants n'en démord toujours pas. Ils ont boudé les salles de classe ce mercredi et comptent adopter la même posture ce jeudi. Les enseignants réunis autour de cette plateforme veulent que le gouvernement respecte de manière définitive les accords de 2014. Le mot d'ordre a été bien suivi au lycée Blaise Diagne. Malgré les examens, les professeurs n'ont pas répondu présent. Situation qui inquiète les potaches, en constat fait par Aïda Mamadou Diop. Au lycée Blaise Diagne ce matin, pas l'ombre d'un professeur. En sourdine, on nous a signalé qu'ils avaient boycotté. Et pourtant, les élèves sont en pleine composition. Respect du mouvement de grève décrété par l'intercadre ou boycott tout simplement, les élèves s'inquiètent. On a fait les compositions, mais il paraît que les professeurs ne veulent pas prendre les copies. C'est ça. Bon, les surveillants. Oui, c'était les surveillants qui ont surveillé. Et bon, les élèves l'ont fait, mais je sais, ils disent qu'ils ne vont pas corriger les copies, c'est ça. Bon, les élèves de terminale, je ne sais pas c'est ce qu'ils vont faire, mais j'ai peur pour nous, parce que je suis en classe de première, et l'année prochaine, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, c'est ça. Du côté de l'administration, rien à dire devant le micro, juste un constat. Pour ces potaches, on note un manque de respect de l'État vis-à-vis des professeurs. L'enseignant passe tout leur temps à l'école. Ce qui veut dire que l'enseignant mérite beaucoup de respect. Parce que l'enseignant est un soutien de famille. L'État doit donner l'indemnité aux enseignants pour ne pas être là à subir des conséquences qui nous feront demain, nous les élèves, des problèmes qui nous tardent facilement.
On ne sait pas quoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à dire ou bien à faire quoi. Débrayage hier, grève totale ce mercredi. L'intercadre est dans une dynamique d'exiger des négociations sérieuses avec le gouvernement. Cette grève totale sera également observée demain. Le chapitre politique, la révision exceptionnelle des listes électorales est prévue du 1er mars au 30 avril prochain. La majorité et l'opposition s'accordent sur la période et la durée. Cependant, Bassirou Diomaye Faye de PASTEF les Patriotes invite l'État à veiller à la bonne marche de la procédure. Il ajoute que des cas de discrimination avaient été décelés durant les législatives. Le républicain de son côté, Seydou Nourou Kane, parle de responsabilité personnelle et cela n'engage pas le parti au pouvoir. Un travail d'Elhadj Moussavé. C'est une décision bien accueillie par les acteurs politiques. La révision des listes électorales s'inscrit dans la logique du code électoral, renseigne-t-il. C'est une prérogative du président de la République. Dans le cadre normal de toute opération, qui va dans le sens d'organiser des élections libres et démocratiques, transparentes. Entre dans le cadre normal du calendrier républicain, qui veut qu'à l'approche d'une élection générale, comme le prévoient les dispositions de l'article 39 alinéa 5 du code électoral, qu'une période de révision des listes électorales soit ouverte. Du 1er mars au 30 avril, 2 mois donc pour s'atteler aux procédures. Une durée jugée suffisante par ces acteurs. Je pense que 2 mois additionnels pour permettre à ceux qui ont eu des difficultés de s'inscrire ou ceux qui veulent changer le lieu de vote ou à ceux qui n'ont perdu entre-temps leurs pièces de pouvoir se remettre à jour, c'est tout à fait suffisant. Effectivement, 2 mois c'est largement suffisant, mais bon, on pourrait quand même dire que du point de vue des habitudes sénégalaises, bon voilà, sociologiquement, quand on analyse cela sous cet angle, on pourrait dire que même 6 mois, ça n'est pas suffisant pour les Sénégalais. Cependant, l'opposition convoque les scénarios des législatives pour inviter à prendre toutes les dispositions afin de faciliter la tâche aux citoyens, mais surtout d'éviter les cas de discrimination dans la démarche. Les Sénégalais ont noté, lors de la mise à disposition des cartes d'électeurs, que les citoyens membres de l'APR ont disposé plus facilement de leurs cartes que les citoyens des autres formations politiques. Et ça, c'est regrettable dans un pays parce que l'État doit être neutre et traité de façon équitable. On ne peut peut-être pas le nier ou des trucs comme ça. Mais c'est des gens qui prennent des responsabilités personnelles, qui n'ont rien à voir avec vraiment une structuration, une organisation d'une entité de l'État. En tout cas, les gens qui veulent récupérer leur carte électeur, ils n'ont qu'à aller là où ils doivent la récupérer. Les primo-votants seront les principales cibles dans cette procédure de révision. Ils sont toutefois appelés à prendre les dispositions idoines pour pouvoir bénéficier à temps du sésame. Le torchon brûle entre responsables politiques de l'APR du département de Podor. Le mouvement des élèves et étudiants ressortissants de cette localité décrit les agissements du directeur général du COUD, Cheikh Omar Anne. Il demande son exclusion par le secrétariat national exécutif de l'APR. Selon eux, Cheikh Omar Anne n'est pas capable de gérer correctement sa commune et n'est mu que par ses propres intérêts. Les détails avec Ibrahim Fall. Guerre de positionnement dans le département de Podor. 2 leaders politiques se réclament majoritaires pour contrôler l'Alliance pour la République dans cette zone. Les partisans du ministre Abdoulaye Daouda Diallo mettent en garde le directeur du COUD, Cheikh Omar Anne. Il y a une personne qui est là, qui sème la division. Il y a une personne qui est là, qui est indisciplinée, qui est incompétente. C'est Cheikh Omar Anne. Voilà, il a semé la division au niveau du département de Podor. Abdoulaye Daouda Diallo, il est là depuis 2009. Il a démissionné à cause du président, son excellence M. Macky Sall. Depuis 2009, il est là. Cheikh Omar, c'est un réviste, c'est un transhumant. Il vient tous d'arriver. Il a dépensé plus de 300 millions pour le concert de Youssou Ndour. Au moment où la population souffre. Mais allez-y à Ndioum. Les paysans jusqu'à présent ne parviennent pas à avoir une subvention. Au moment où il finance plus de 300 millions. Il y a une insalubrité notoire au niveau de Ndioum. L'éclairage public, vraiment, ça reste à désirer. Querelle interne au parti présidentiel, échange houleux entre les deux camps. Ces étudiants sont renvoyés de leur chambre au banc des accusés. Cheikh Omar Anne. Il faut dire tout simplement qu'il nous a expulsés au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a une convention qui est là, on loge au niveau de 83J. Voilà, nous sommes les enfants du président de la République. Voilà, on travaille pour le président.
Lui, il a tout simplement préféré de nous excuser parce que nous ne sommes pas avec lui. Voilà. Nous, on suit la coordination départementale, la discipline des partis. Cheikh Omar Anne, Abdoulaye Daouda Diallo et Farbangom ne parlent plus le même langage. Mission principale, réélire le président de la République en 2019. Toutefois, la guerre de positionnement risque de provoquer un vote sanction. Nous restons dans cette route qui nous mène vers la présidentielle de 2019. L'association des femmes leaders pour l'émergence compte jouer sa partition pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour. L'organisation regroupe 167 femmes dispersées à travers le monde. Ses membres se sont appropriés le plan Sénégal émergent et entendent vulgariser les réalisations du chef de l'État pour lui assurer une éclatante victoire lors de la présidentielle, nous dit Adjara Ndiaye. Composé de 167 femmes dans le monde, le mouvement Femmes Leaders pour l'émergence s'affirme comme étant une force redoutable de mobilisation pour la présidentielle de 2019. Ces femmes apéristes magnifient la place de la femme dans la société sénégalaise, africaine et mondiale. Aujourd'hui, la politique ne saurait se développer sans le développement. Parce que la femme sénégalaise ou bien les Sénégalais actuellement est vraiment très conscient. Et n'est plus intéressé par la politique politicienne. C'est pourquoi pour que la politique vraiment réussisse, il faut avoir la conscience de l'allier avec le développement. Et ici, on est toutes des femmes de développement. Les femmes leaders pour l'émergence se disent être le levier incontournable pour une victoire du président Macky Sall. Il faudra savoir qu'un combat n'est jamais gagné à l'avance. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes des femmes fortes, des femmes engagées, des femmes déterminées et des femmes qui croyons fermement à la victoire. Ce que vous avez vu là, c'est le fruit d'une labeur de longues années. On s'est retrouvés, mais on a travaillé pendant longtemps de façon virtuelle. On s'est toujours concerté dans le WhatsApp, on s'est toujours concerté parce que la plupart des membres sont au niveau de l'international. Créée le 17 décembre 2017, 27 pays ont déjà adhéré à cette organisation. Les femmes leaders pour l'émergence comptent mettre tous les moyens à leur disposition afin de toucher toutes les couches sociales. Objectif, la réélection du président de la République en 2019. Manifestation du collectif France Dégage devant le commissariat de Bel-Air. Le préfet de Dakar met son veto. Motif avancé, cette manifestation jette le discrédit sur une institution de la République. Déclaration jugée fallacieuse par Guy Marius Sagna et ses camarades. Cependant, il ne compte pas lâcher du lest. La réaction de Guy Marius Sagna au micro de Monsourceau. C'est inacceptable que dans ce pays-là, des citoyens soient retenus pendant 5 jours juste pour avoir brandi devant les présidents Macron et Macky Sall une banderole sur laquelle était inscrite France Dégage. À notre grande surprise, le préfet de Dakar nous a informé aujourd'hui avoir interdit ce rassemblement sur la base de plusieurs motifs, dont le plus risible est celui de tentative de discréditation des institutions. Je cite bien ce qu'il a dit. Nous estimons que dans un pays où les citoyens meurent de plus en plus dans les commissariats de police, dans les postes de gendarmerie, il est tout à fait normal que les citoyens veuillent exprimer leur colère, leurs inquiétudes, mais aussi leurs aspirations devant ces mêmes postes de police et de gendarmerie. L'essentiel, c'est que ça se passe pacifiquement. Et nous tenions juste à organiser une manifestation pacifique. Maintenant, ce que nous avons décidé de faire, c'est que nous allons voir quelle suite donner à tout cela, parce que et la police sénégalaise et la préfecture de Dakar ni avoir arrêté 12 de nos camarades pendant 5 jours. L'affaire devient extrêmement grave. Et dans les jours à venir, nous dirons la suite que nous allons donner à ce dossier. Pour l'instant, nous avons fait des tracts où nous allons sensibiliser les policiers, les gendarmes, les militaires et les autres hommes de tenue pour qu'ils soient aux côtés du peuple et non qu'ils soient les instruments de répression des résistants que nous sommes. La menace qui plane sur le site de Technopole de Dakar inquiète les autorités gouvernementales. Cette assiette foncière fait l'objet d'agressions. Les maraîchers ont été sommés de quitter les lieux, mesure qui n'est pas de leur goût. Le ministre de l'Environnement s'engage à prendre des dispositions pour la préservation du site. Mame Thierno Dieng était d'ailleurs ce mardi au Technopole pour s'enquérir de la situation. Abdoulaye Wanyanga était de la partie. Le site du Technopole est aujourd'hui menacé d'une expoliation foncière
cet espace réservé est la proie de prédateurs fonciers, une situation qui menace l'environnement de ce poumon vert de la région de Dakar. Les maraîchers qui occupent les lieux sont sommés de libérer les emprises, une chose que ces derniers ne comptent pas faire de sitôt. Actuellement, on va sortir dans la rue, on va se battre, parce qu'on a saisi le Premier ministre. Le Premier ministre nous avait même écrit, donner des arrêtés pour que les gens cessent ce qu'ils font ici. Mais le préfet, jusqu'à présent, il couvre les gens. C'est dans ce contexte que le ministre en charge de l'environnement s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Il soutient que son département va se pencher sur la question afin d'y apporter des solutions idoines. Les gens se mettent dans une logique de compromettre ces ressources parce qu'ils en ignorent, ou en tout cas n'ont pas une conscience claire et suffisante de ce que ce plan d'eau-là joue comme rôle dans notre vie. La directrice de l'environnement, elle de son côté, a insisté sur la nécessité de préserver le site du Technopole. Cette zone humide a un rôle fondamental pour la ville de Dakar. On pourrait même dire, comme toutes les zones humides, un rôle fondamental pour la planète, puisque vous savez que ces zones humides abritent une biodiversité extraordinaire avec plus de 200 espèces d'oiseaux, des reptiles, des mammifères, des végétaux qui rejettent de l'oxygène et qui contribuent donc à purifier notre air et à nous permettre justement de pouvoir respirer. L'oxygène, on en a besoin. C'est un besoin vital au même titre que l'eau. Le site du Technopole subit une agression avec son occupation par des sociétés privées. Cette situation préoccupe les défenseurs de l'environnement. Ils prônent la préservation de cette zone écologique. Direction Touba, le secteur de l'élevage toujours menacé par le vol récurrent de bétail dans le département de Mbacké. Révélation faite par les professionnels du secteur. À cela s'ajoute la cherté de l'aliment de bétail, entre autres. La fermeture de la foire régionale du mouton à Touba leur a servi de tribune pour interpeller la tutelle. Le ministre de l'élevage promet plus de soutien. La correspondance d'Elhadji Modou Gueye. La foire régionale de l'élevage a pris fin dans la ville sainte de Touba. Les éleveurs des moutons Ladoum, regroupés autour de l'association ALEC, reconnaissent les efforts consentis par l'État dans le secteur. Toutefois, ils continuent de déplorer le vol récurrent de bétail et l'application tardive de la loi qui le criminalise. La criminalisation du bétail doit être appliquée, ne serait-ce que pour mettre les éleveurs en sécurité. Parce que non seulement ils viennent vous dérober vos bêtes, mais ils sont prêts à vous tuer aussi. La cherté de l'alimentation de bétail a été également évoquée par les professionnels du secteur de l'élevage. Ils doivent nous aider à cet effet parce que l'élevage fait partie de ces leviers que nous devons actionner pour développer le Sénégal. Le Sénégal, le pays africain que nous sommes, nous ne nous développerons jamais sans l'agriculture et l'élevage. Donc ce sont les autorités qui doivent penser à des mesures d'accompagnement pour nous mettre à l'aise. Pour cette présente foire, le bilan de l'organisation est globalement positif, à en croire les organisateurs. Le ministère de tutelle, pour sa part, promet plus de soutien, mais surtout l'application dans un futur proche de la loi sur le vol de bétail dans toute sa rigueur. Du sport, préparatif mondial Russie 2018, l'international sénégalais Elhadji Diouf se dit déçu des équipes que la fédération a choisies pour jouer des matchs amicaux. Pour lui, les Lions pouvaient croiser des équipes fortes. Toutefois, il dit être toujours en contact avec certains joueurs pour davantage les motiver. Diouf a aussi fustigé le piteux état de nos terrains de football. Il était à Mbour pour une médiation entre le stade de Mbour et l'US Ouakam. Nous rejoignons Mamadou Diop. Sur la route de Russie 2018, Elhadji Diouf, l'international sénégalais, n'est pas du tout d'accord du choix des équipes de football que le Sénégal va rendre vue de la préparation des Lions pour la Coupe du Monde. Quand on joue en équipe nationale, c'est pour jouer des matchs de référence. Maintenant, ce qui est fait. Le plus important, c'est que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités et se dire qu'on joue une Coupe du Monde et on doit vendre la destination du Sénégal. Les matchs amicaux, c'est vrai qu'elles sont importantes parce que ce qui est important pour moi, c'était de voir l'équipe nationale jouer contre une équipe de valeur, contre une très bonne équipe pour que je puisse les évaluer. Parce que depuis très longtemps, avec cette équipe-là, je n'ai pas encore vu de folie, je n'ai pas encore vu un match de référence. C'était pour ça que je voulais un match de référence. Pour mieux motiver les joueurs, Elhadji Diouf dit être toujours en contact avec certains d'entre eux. Comme Kara, comme Sadio, comme Diao Baldé, que je parle
que je parle souvent au téléphone pour leur dire qu'on ne peut pas avoir deux chances. Une Coupe du Monde, on peut être un joueur de très haut niveau et ne jamais jouer une Coupe du Monde. Donc ils ont une chance unique à porter les flambeaux et les drapeaux du Sénégal très fort et très haut. L'ex-attaquant de l'équipe nationale de football du Sénégal n'a pas oublié de dire ses vérités sur l'état des pelouses de nos terrains de football. Encore sur des terrains comme ça, c'est qu'aujourd'hui on voit des jeunes joueurs qui ont envie de se montrer, qui ont envie de donner du plaisir, mais des fois à la dernière passe ou bien les gestes techniques qu'il faut, ils l'ont pas parce qu'ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas les terrains qu'il faut. C'est important de le souligner. El Hadji Diouf était à Mbour pour une médiation entre le Stade de Mbour et l'US Ouakam. L'international sénégalais appelle alors la Fédération sénégalaise de football à mieux accompagner l'équipe nationale. Également, il a invité le Stade de Mbour et l'US Ouakam à fumer le calumet de la paix. Et nous terminons par la page culture, condoléances, les larmes de la peinture. C'est l'intitulé de l'exposition de l'artiste plasticien Chernias. Il rend ainsi hommage aux artistes et acteurs culturels disparus. Chernias vit depuis plus de 15 ans en Autriche. À travers cette exposition, il cherche à partager sa souffrance avec le public. Son œuvre à découvrir jusqu'au 6 mars prochain à la Galerie nationale d'art. Mariam Biramba y a fait un tour. À la Galerie nationale d'art, l'artiste plasticien Chernias rend hommage à ses amis, artistes et acteurs culturels disparus à travers l'exposition Condoléances, les larmes de la peinture. 46 œuvres pour exprimer les pleurs de sa solitude. Tous ces amis qui sont décédés, je ne les ai pas accompagnés jusqu'à leur dernière demeure. Il y en a quelqu'un, il y en a un ou deux, mais pas tout le monde. Donc quelque part aussi, je suis toujours en deuil. Vous qui étiez là, vous les avez accompagnés jusqu'à leur dernière demeure. Quelque part, vous avez partagé la douleur, mais moi, je ne l'ai pas fait. Ils sont partis, mais pour l'artiste, ils ne sont pas morts. Le plasticien Chernias leur rend hommage sous forme d'ombre avec des couleurs gaies obtenues grâce à la coulure, une technique qui a séduit plus d'un. Je suis vraiment ravie, ça me plaît beaucoup. Les couleurs sont vraiment merveilleuses. Je crois que ces couleurs brillantes, ça vient de l'héritage africain de l'artiste qui depuis plusieurs années vit en Autriche. Les chocs produits par l'exil et par l'éloignement de la terre-mère sont au cœur de cette exposition où sont présentées 3 séries de travaux, les larmes de la peinture, les âmes nobles et Baounan. À partir de ce thème-là, j'essaie d'avoir des sous-titres, mais souvent des sous-titres très universels qui appartiennent à l'humanité. Mais les Wolofs, c'est pour les Wolofs, ou bien les Français disent que c'est pour les Français, ou bien les Autrichiens essaient de dire que c'est pour les Autrichiens. Mais moi, j'amène un truc que personne ne peut s'approprier. Toutes ces œuvres ont été réalisées dans l'atelier de Chernias en Autriche. L'exposition Condoléances, les larmes de la peinture va être présentée à la Galerie nationale d'art jusqu'au 6 mars prochain. Voilà qui met en terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans quelques instants avec BBC Afrique. Excellente soirée à toutes et à tous.